C'est bon. Alors bonsoir, soyez les bienvenus à ce premier webinaire de Ne les laissons plus faire. Je m'appelle Arnaud Demorny et je serai le modérateur de cette soirée. Ne les laissons plus faire est une initiative de membres d'associations, de citoyens engagés, syndiqués ou pas. Nous nous situons dans la perspective d'éviter que la crise du Covid-19 ne renouvelle ce que nous avons déjà vécu lors de la crise financière de 2008, c'est-à-dire qu'en 2008, nous avons entendu de nombreux discours qui nous promettaient que rien ne serait plus jamais comme avant, que plus jamais ça, qu'il fallait produire de nouvelles règles, de nouvelles normes, réguler les marchés financiers qui avaient été responsables de cette crise planétaire. Au final, 2 ans plus tard, les banques avaient un chiffre d'affaires, enfin, plutôt avaient des bénéfices supérieurs à ceux qu'elles avaient avant la crise de 2008. Et donc, nous ne voulons pas qu'en 2020, nous soyons à nouveau enfumés par des discours qui ne seraient pas suivis de politiques réelles et concrètes. Donc, nous souhaitons travailler à des dynamiques pour que les choses ne se répètent pas. Nous souhaitons participer à un changement en profondeur de notre société. D'autres initiatives vont dans le même sens et nous comptons participer à ce vaste mouvement. Pour changer le réel, encore faut-il le connaître. C'est la raison pour laquelle nous commençons ce soir un cycle de webinaires qui auront 2 objets essentiels. Le premier, décrire des situations concrètes et vécues. Le second, apporter des perspectives et des propositions sur ce qu'il est possible et souhaitable de changer et d'améliorer. Le sujet de ce soir est l'état de droit et le confinement. Notre intervenant de ce soir est maître Jean-Baptiste Souffron. Il a participé à la démarche Corona Victime, qui a saisi d'une demande en référé le Conseil d'État afin que celui-ci donne injonction au gouvernement d'acheter et de fournir des masques. Comme il s'agit de notre premier webinaire, je vais vous rappeler le fonctionnement de ce type de réunion. Donc, nous sommes en direct sur Facebook. Il est possible de commenter et de poser des questions sous la vidéo et je me ferai le relais de ces questions et de ces commentaires auprès de notre intervenant. Nous avons aussi d'autres participants qui se sont inscrits en nous envoyant un message. Ces participants pourront intervenir, poser des questions, faire des commentaires, faire des propositions en direct oralement. Maître Souffron, vous avez la parole. Merci. En fait, on est dans une situation qui est quand même très particulière aujourd'hui, avec une forme de crise et un mode de gestion de la crise qui est assez unanimement contesté, aussi bien par les citoyens, les personnes de partout, que par l'opposition politique et même au sein de la majorité elle-même, on voit émerger une contestation forte par rapport à la gestion de la crise. Ça s'est traduit par un certain nombre d'initiatives. Une des initiatives, c'est celle de la création de cette association, Corona Victime, donc qui a un site web, coronavictime.fr, vous pouvez aller voir si vous voulez, qui a commencé comme pour beaucoup de gens, je pense, le premier moment où les choses ont commencé à cristalliser, où les gens ont commencé à se dire qu'il y avait non pas seulement des erreurs, mais des fautes dans la gestion de la crise par le gouvernement. Ça a été l'interview de Agnès Buzyn qui a été faite dans Le Monde. Je pense que tout le monde s'en rappelle un petit peu, puisque c'était l'interview où elle expliquait que les élections étaient en fait une mascarade et qu'elle était au courant de la dangerosité et de l'impréparation face au coronavirus, alors même qu'elle était encore ministre, et ce, alors qu'elle s'est quand même, alors qu'elle est quand même partie, enfin qu'elle a quitté le gouvernement pour être candidate à la mairie de Paris dans la foulée. Donc c'était quelque chose qui a choqué beaucoup de gens sur la manière dont l'interview a été faite, etc. Il y a peut-être des choses, il ne faut peut-être pas non plus frapper trop fort sur Agnès Buzyn tant qu'on n'en sait pas plus. Ce qui est certain, c'est que ça a motivé beaucoup de monde à se mobiliser, à s'indigner et à commencer à se demander s'il n'y avait pas
des actions juridiques à mettre en place pour réagir face à cette situation. Ça s'est encore renforcé avec l'apparition graduelle d'une pénurie de masques, de matériel, de médicaments. Et le fait que petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un décalage fort entre les annonces et le discours du gouvernement et la réalité de ce qui était constaté sur le terrain, voire même parfois, même plus du tout un décalage, mais un basculement dans l'irréel, lors qu'on a commencé à se rendre compte que, en fait, on nous expliquait qu'il y avait des masques aujourd'hui encore, il n'y en a toujours pas. Et c'était dans le cas enchaîné il y a 15 jours, mais au CHU de Lyon, on a recommandé aux gens, aux médecins, aux soignants, de porter des sacs poubelles dans la mesure où les surblouses n'étaient plus disponibles pour eux. Là-dessus, c'est encore surajouté le fait qu'on avait de plus en plus de victimes et que non seulement la gestion paraissait mauvaise, mais qu'il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui étaient touchés, soit personnellement, soit par leur famille ou leurs proches, et voire même indirectement, parce qu'il y a bien sûr des personnes qui sont des victimes au sens physique du terme, mais il y a aussi des gens qui se sont retrouvés à perdre leur emploi, à perdre leur activité, et qui, là encore, ont souhaité agir, avec à chaque fois le sentiment d'être profondément méprisé, d'être face à une forme de mur du pouvoir, d'arrogance, dont il était difficile de s'échapper. Du coup, assez rapidement est apparu le besoin d'organiser un petit peu tout ça. Ce sont plusieurs personnalités qui se sont manifestées en disant qu'elles souhaitaient structurer une association de victimes. Donc, ce qui a été fait avec la constitution d'un site Internet. Aujourd'hui, il me semble que sur le site, ils doivent en être à plus de 2500 témoignages de gens qui ont souffert de la gestion par la crise du gouvernement, avec en plus alors c'est assez dur, hein, je le vois parce que personnellement, je réponds à certains de ces témoignages quand ils portent sur des questions juridiques. C'est vraiment des choses difficiles, avec des gens qui expliquent comment ils ont eu un mort, un décès dans leur famille, ou bien comment leurs parents ou eux-mêmes n'ont pas pu bénéficier des traitements qui semblaient appropriés, ou comment leur médecin leur expliquait qu'en fait, il n'était pas possible de les soigner, de les tester, de les dépister, et avec une forme de colère extrêmement forte quelquefois. Ce qui se traduit par des plaintes. Hein. Il y a des plaintes qui ont été faites devant la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn. Il y a des plaintes qui vont être faites, bien évidemment, contre l'administration de la santé en France. Et puis, il y a des tas de gens qui vont devoir être un petit peu accompagnés pour se structurer, pour savoir comment faire en sorte que leur démarche finisse par aboutir. Mais là, pour l'instant, il s'agit surtout de faire preuve d'écoute et un petit peu d'accompagnement, ce qui visiblement manque cruellement. Après, ce qui a commencé à apparaître au-delà de ça, au-delà du fait qu'on avait de plus en plus de victimes et que ces victimes ne sont pas aujourd'hui écoutées comme elles le devraient, on s'est rendu compte que les recours qui sont les recours classiques de l'état de droit ont tout d'un coup eu l'impression de sauter complètement, et ce de deux façons. Évidemment, face à cette gestion un peu catastrophique, peu importe qu'elle soit catastrophique ou pas, parce qu'il y a catastrophique le fait qu'on n'arrive pas à faire les choses correctement, mais au moins on essaie, et puis il y a catastrophique le fait que, tout simplement, c'est même pas qu'on essaye, mais c'est juste que en pratique, on commet des erreurs, des fautes, on se trompe. Le Conseil d'État a été saisi d'une quantité astronomique de recours qui ont tous été écartés à différents titres, à différents niveaux. C'est moi-même avec une autre association qui a vu porter le recours, par exemple, sur le décret qui organisait les mandats électoraux pour les personnes dans les EHPAD avant les élections. Le décret était extrêmement mal rédigé et laissait présumer que la gestion de la crise, si elle continuait à être traitée de la même façon, allait mal se passer. Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui est arrivé. C'est-à-dire que
depuis le début. On a des instructions contradictoires, des allers-retours, des choses mal préparées, mal rédigées, mal pensées. Typiquement, et ça serait un dernier point, moi, c'est celui aussi sur lequel moi je m'intéresse beaucoup, au-delà des victimes, au-delà des questions de liberté publique sur le sujet, c'est celui du bracelet électronique qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire une application pour traquer les mouvements des Français et leur permettre de savoir qui est connecté, qui ne l'est pas. Application qui théoriquement aurait dû être décentralisée, déstructurée. On ne voit pas très bien pourquoi elle serait contrôlée par l'État et qui aujourd'hui va même aurait peut-être même dû faire l'objet d'un débat sans vote au Parlement. Enfin, en même temps, même maintenant qu'elle va faire l'objet d'un vote, visiblement le 28, on comprend pas très bien sur quoi va porter le vote, puisque pour l'instant, il n'y a pas de texte de loi à voter et qu'on ne connaît pas bien les caractéristiques exactes de l'application, dont la définition évolue dans le temps au fur et à mesure des jours. Toujours est-il que cette application, finalement, on en parle. Personne n'est capable de dire si aujourd'hui c'est quelque chose qui serait réellement utile. C'était d'abord un projet de recherche, ce qui est tout à fait légitime. Je pense qu'aujourd'hui, ça semble assez évident qu'il faut dépenser un peu d'argent public sur la recherche sur ces questions, y compris sur les outils numériques qui permettent d'accompagner une épidémie. Mais aller prétendre que ça serait une solution, tout le monde a le sentiment que c'est une façon de ne pas parler des pénuries, de ne pas parler de la mauvaise gestion, de ne pas parler des erreurs qui ont été faites. Et puis, c'est probablement aussi donner un faux espoir en faisant croire qu'on va avoir une espèce de solution miracle qui va arriver, alors que personne n'est même capable de dire si ça va seulement fonctionner. L'application telle qu'elle est proposée pour l'instant voudrait utiliser le Bluetooth. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de connecter votre téléphone en Bluetooth sur votre casque, mais tout le monde en a fait l'expérience. Enfin, ceux qui l'ont fait ont pu en faire l'expérience. Ça se déconnecte, ça marche. Bien sûr, ça marche un peu, mais de là à en faire une application de santé publique et à s'appuyer là-dessus pour faire quelque chose de santé publique. Moi, j'étais hier dans une conférence avec les gens qui travaillent sur le protocole européen sur ce sujet. Et ils nous expliquaient qu'on est quand même loin d'une application grand public. C'est avant toute chose un projet de recherche. Et malgré tout, c'est toujours défendu, c'est toujours avancé, alors même qu'au-delà de savoir si c'est un danger ou pas pour la vie privée, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, vie privée, pas vie privée, ainsi de suite, est-ce que c'est dangereux pour la vie privée des individus? C'est d'abord, avant toute chose, une mesure restrictive de liberté, tout simplement, c'est-à-dire qu'on reviendrait en arrière en réinstaurant des formes de passeport intérieur qui ont été abolies en France depuis déjà bien longtemps. Et ce n'est pas du tout un problème c'est pas seulement un problème de vie privée, c'est d'abord un problème constitutionnel très fort. C'est assez surprenant de voir à quelle vitesse les gens semblent prêts à se ruer vers ce genre, les gens, le personnel politique en tout cas, semblent prêts à se ruer vers ce type de solution sous prétexte d'une efficacité possible. Mais tout ce qui est efficace, de toute façon, déjà de base, n'est pas souhaitable. Et quand en plus, ce n'est même pas efficace, on se demande bien. L'impression que ça donne, c'est qu'en fait, cette crise, comme bien souvent, révèle des tendances sous-jacentes, des tendances autoritaires, à donner des directions, des ordres, peu importe finalement qu'ils soient contradictoires, qu'ils soient faux, qu'ils soient erronés. Ce qui compte, c'est d'en donner et d'exister. Ça révèle des tendances peu de respect, enfin des tendances peu respectueuses, disons, des racines profondes de la démocratie et de la société française. Et puis, ça révèle des choses qu'on explique depuis des années, comme par exemple l'absence flagrante de contre-pouvoir. Aujourd'hui, le principal contre-pouvoir dans cette histoire de crise, ça reste quand même la presse. Heureusement qu'elle est là malgré tout, malgré ses forces, enfin, elle a ses forces et ses faiblesses, mais c'est quand même la presse, la discussion, la liberté de communication qui permettent d'agir, parce que l'autorité judiciaire, dont on dénonce le manque de moyens depuis des années, aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'a pas la capacité à servir de contre-pouvoir efficace. En pratique, elle n'en a pas la capacité. Je ne dis pas que la volonté n'est pas là ou que les magistrats sont des gens qui sont malhonnêtes, ce n'est pas ça, mais le Conseil d'État lui-même, de toutes les requêtes dont il a été saisi, n'a pu en accueillir aucune. C'est quand même un peu surprenant que quand on est saisi de plus d'une centaine de requêtes, à la fin, il n'y en a même pas une seule qui nécessite une décision positive. Enfin,
tout le monde n'est pas de mauvaise foi, tout le monde n'est pas agressif et tout le monde ne fait pas des requêtes uniquement pour embêter les gens. Il y a des choses qui étaient légitimes et qui sont aujourd'hui encore réclamées, par exemple par les soignants, par d'autres, sur tout ce qui est pénurie en matière de réquisition, etc. Et on le voit aussi sur ce qui est du pouvoir du Parlement. On voit bien que le pouvoir du Parlement est relativement affaibli. Cette histoire de vouloir voter sur les bracelets électroniques, enfin sur Stop Covid, enfin de vouloir débattre sans voter, ça montre une vision du Parlement comme même pas une chambre d'enregistrement, mais simplement finalement un espèce de conseil qu'il faut réunir un peu pour avoir qui soit au courant, vite fait, mais sans aucun rôle réellement institutionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant parce que mon sentiment, et c'est un avis purement personnel, hein, c'est que c'est ce que les gens détectent, ils ressentent cette forme de mépris, d'arrogance, de détachement, enfin le fait qu'on ne respecte pas les institutions pour lesquelles qui font normalement le fondement de ce qui est censé les protéger. Et pour boucler, c'est ce qui se ressent dans les témoignages, c'est-à-dire que la plupart des témoignages qui sont reçus, je le vois donc sur l'association coronavictime.fr, la plupart des témoignages qui sont reçus sont d'une grande violence vis-à-vis du gouvernement et de l'institution, mais s'ils le sont, c'est peut-être justement parce qu'on a ce sentiment, ce manque de que finalement l'exécutif accapare toute l'attention, ne respecte pas les contre-pouvoirs qui en fait ont bien sûr un rôle de contrôle de son activité, mais qui permettrait aussi de partager les responsabilités, de prendre des décisions à plusieurs, ainsi de suite. Est-ce que c'est finalement normal que ce soit l'exécutif qui décide des dates de confinement? Écoutez, aujourd'hui, moi, j'en suis même pas certain. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose que ça soit décidé d'un point de vue purement administratif. On est sur des décisions dont on comprend bien aujourd'hui qu'elles ne sont pas seulement administratives et scientifiques, elles sont aussi politiques. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir réclamer un petit peu ce pouvoir politique de nouveau parce que tant qu'il n'est pas là, en fait, tout se prend sans les citoyens. Le politique, c'est le rôle des citoyens et là, aujourd'hui, il n'est pas suivi. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, alors, je rappellerai quand même auprès de nos participants la définition de l'état de droit, puisque ce n'est pas forcément si évident que ça. L'état de droit, c'est le principe juridique selon lequel l'État doit respecter des règles qui lui sont extérieures et qui s'imposent à lui. Donc, en particulier, l'État doit suivre la Constitution et les traités internationaux, le droit européen, etc. C'est ça la définition d'état de droit. La question qui se pose, c'est quand un exécutif est quasi omnipotent avec une Assemblée nationale qui, en fait, ne fait que suivre ces directives, eh bien, la notion de règle extérieure à l'État pose question. Donc, est-ce que vous avez un propos à faire sur cette en fait, remise en cause en pratique du principe même de l'état de Oui, droit? bien sûr. Il y a déjà un point qui, pour moi, me paraît assez choquant, c'est le principe même d'un état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'on a fait voter une loi qui valide un état d'urgence sanitaire, sauf qu'on joue du coup sur les mots. Il y a un état d'urgence qui existe, dans lequel, précisément, on interrompt les pouvoirs républicains autres que ceux de l'exécutif. Et à ce moment-là, l'exécutif centralise tout. C'est l'article 16 de la Constitution. Sauf que ce pouvoir, il prévoit ses propres contre-pouvoirs qui sont légers mais existants, hein, avec une validation régulière, le Conseil constitutionnel qui doit intervenir, les parlements. Enfin, c'est léger, mais c'est là et c'est encadré. Mais avec cette loi, ce qu'on constate, c'est en fait qu'on a une loi on a actuellement un régime qui se prétend être un régime d'état d'urgence, mais qui ne l'est pas, puisqu'il n'en offre pas les garanties. Et on a des contre-pouvoirs qui ont abandonné leur rôle d'une certaine manière. Moi, le Parlement fait ce qu'il peut. Hein. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils essayent un petit peu de travailler, c'est déjà beaucoup. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que même au sein de la majorité, des voix se sont exprimées pour estimer que c'était anormal qu'on les réunisse pour faire une réunion qui ne soit pas suivie d'un vote. Et moi, j'aurais ajouté que c'était peut-être anormal qu'on les réunisse pour faire autre chose que débattre d'un projet de loi. Mais bon, ça c'est peut-être aller un petit peu au-delà, mais l'autorité judiciaire aujourd'hui fait tout ce qu'elle peut pour assurer la continuité du service, mais c'est très difficile.
Alors, on priorise, on fait ce qu'on peut d'abord sur les cas les plus graves, les peines de prison. On essaie de faire en sorte de traiter l'urgence le plus possible, mais pour tout le reste, on est obligé d'abandonner un petit peu. Et là où il n'aurait pas fallu abandonner, là où il aurait fallu être fort, c'est sur le rôle de contre-pouvoir d'autorité judiciaire ou du Parlement. Sur ces deux rôles, on a vraiment le sentiment d'un abandon. Et c'est pas, comment dire, y avait un article qui est sorti aujourd'hui de Jean-Denis Combrexel. Jean-Denis Combrexel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conseiller d'État qui est le président de la section du contentieux, c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit toutes les requêtes qui visent à contrôler l'activité du gouvernement. Et il disait que, enfin, en réalité, non, pas du tout. C'est pas qu'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils travaillent plus que jamais. Ils n'ont jamais eu autant de requêtes et qu'ils s'efforcent d'assurer le service autant qu'ils le peuvent. Peut-être, on ne peut pas dire que oui, ils donnent le change, on va dire d'une certaine manière. C'est vrai qu'ils donnent l'impression de travailler, mais c'est un article dans Mediapart. Donc, je vous conseille d'aller le lire aujourd'hui. Il est vraiment très intéressant, avec d'ailleurs plusieurs conseillers d'État qui se sont exprimés de façon anonyme pour décrire un petit peu la manière dont ils voient les choses. Et on se retrouve dans une situation où en fait, moi, je suis obligé de constater que le contre-pouvoir qui est censé représenter le Conseil d'État aujourd'hui n'est pas assuré. Je ne peux pas croire que sur plus de 100 requêtes qui étaient déposées, il n'y en ait pas une seule qui mérite d'être validée, même partiellement. D'un point de vue purement statistique, ça n'est pas possible. Et le Conseil d'État, dans la manière dont il présente les choses, a clairement indiqué qu'il abdiquait sur tout ce qui était, qu'il estimait qu'il n'était pas de son rôle de définir les politiques publiques. Sauf que voilà, la politique publique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test. Pendant longtemps, là, il commence à y avoir un petit peu de gel pour les mains, mais pendant longtemps, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. Les soignants sont dans des états de difficulté terribles, les médicaments manquent. Les mesures qui permettraient de réagir ne sont pas nécessairement prises. Et surtout, on constate que le Conseil d'État, mais ça serait vrai aussi d'autres juridictions, enfin, c'est vrai aussi du Parlement, on va dire, prend pour argent comptant les déclarations du gouvernement. Moi, j'ai vu passer une décision dans laquelle on contrebalançait d'un côté les témoignages de soignants qui expliquaient qu'il manquait de ceci, que ceci s'était pas fait, qu'il y avait besoin de ça, que ce médicament allait manquer encore plus tard, etc. Et le Conseil d'État qui se basait sur en fait une déclaration du président de la République à l'occasion d'une conférence de presse. Mais on ne peut pas mettre les choses sur le même plan. Une déclaration lors d'une conférence de presse, ça n'est pas une... Enfin, on ne sait pas quel est son statut au sein de la hiérarchie des normes en France. Et une situation de crise, normalement, devrait être le moment où on est le plus respectueux et le plus sourcilleux sur ces points, où on exerce le plus le contrôle. Ça ne fait pas perdre du temps, en réalité. En vérité, si le contrôle était plus exercé, on se rendrait peut-être compte que les décisions sont prises avec plus de sérénité, plus d'attention aussi, et qu'on aurait peut-être moins d'erreurs. Et donc, en réalité, on gagnerait du temps et à la fin, des vies et de... Enfin, voilà. Je vous remercie. Hop. Voilà. J'ai une question. Allez-y. Oui, Jean-Baptiste, est-ce que il n'y a quand même pas, en tout cas, deux niveaux? Il y aura une sanction politique d'un mensonge d'État qui peut s'apparenter à d'autres tournants de quinquennat. Il se trouve que là, il se fait dans un contexte encore très pénible et mortifère, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, toute proportion gardée, la comparaison est à la fois impossible, mais elle peut se faire. C'est aussi ce qui est arrivé à Hollande avec la déchéance de nationalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une décision où on en sort nu, à poil. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec Macron sur la question des masques. Et puis après, il y a ce qui est effectivement de l'ordre du judiciaire, où effectivement, à partir du moment où il y a eu des ordres donnés aux policiers d'enlever leurs masques et que certains ont été contaminés, là, on est dans un processus juridique de l'État employeur qui peut se prendre avec le temps énormément de recours déjà de la part de tous les gens qui sont sous son autorité en termes
de droit du travail et de protection du travail. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté la sanction politique qui sera peut-être extrêmement violente pour tous ceux qui n'ont pas de lien, j'allais dire, juridique actionnable avec l'État sur la question des masques, mais il y a aussi tous ceux pour qui l'État a des responsabilités à titre d'employeur. Et ce qui s'est passé dans la police, où on leur a demandé d'enlever les masques, manifestement, va ouvrir à des... il y a déjà eu un premier contentieux, d'ailleurs, que l'un des syndicats de police a ouvert. Et effectivement, il y a eu des ordres. Bon, moi, j'ai eu des preuves aussi. Donc, il y a eu des ordres qui ont été donnés d'enlever les masques. Alors, je propose qu'on prenne encore 2 questions, puis que vous répondiez après. Non, je peux répondre à celle-là d'abord, peut-être, parce que c'est pas forcément. Comme ça fait peut-être des réponses plus courtes aussi. D'accord. Oui, mais en fait, je suis d'accord, bien sûr, qu'il y a 2 niveaux de réponses différentes entre, d'un côté, disons, le politique, mais pour le reste, je n'appellerais pas ça une réponse juridique, parce qu'il ne s'agit pas de faire des procès au gouvernement, etc. Ça, c'est une partie des choses. Mais d'une part, les procès, ils vont prendre du temps. Tout ce qui est devant la Cour de justice de la République, c'est des choses qui prendront probablement des années. Et donc, il s'agit plus d'engager des procédures et de rappeler l'existence de règles et de responsabilités aux dirigeants. Mais ce que je déplore surtout, c'est ce que je disais, c'est l'abandon en fait de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on a en France un exécutif qui est très fort et on s'accorde à dire qu'en règle générale, justement, la sanction de l'exécutif, c'est le politique. Mais à condition que l'intégralité du processus républicain fonctionne. L'intégralité du processus républicain, c'est quand même un Parlement qui délibère, c'est des juridictions administratives et civiles qui contrôlent ou qui appliquent, qui interprètent les textes et qui parfois les restreignent, parfois les ouvrent un petit peu. Mais là, aujourd'hui, on a une situation où, en pratique, concrètement, ces contre-pouvoirs ont disparu, alors même qu'on n'est pas dans un état d'urgence. Et c'est là qu'est toute la difficulté, c'est que à partir du moment où ces contre-pouvoirs disparaissent de fait, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste un exécutif en roue libre. Et un exécutif en roue libre, c'est également un exécutif dont la seule sanction ne pourra pas être que politique. C'est là qu'est la grosse difficulté, c'est qu'on peut s'exonérer de sa responsabilité quand on l'a fait valider ses décisions, quand on les fait interpréter, quand on les fait travailler. Si tout cela devient artificiel et si on s'en écarte, ben le risque, c'est justement de se retrouver dans une situation où la responsabilité va être recherchée beaucoup plus violemment. Normalement, moi, je n'aurais pas de problème avec la responsabilité politique seule, mais à condition que le reste du processus fonctionne. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vraiment le point sur lequel il faut bien comprendre qu'on est actuellement dans un état très particulier de fonctionnement et qui est absolument pathologique. C'est vraiment anormal. Caroline? Oui, donc voilà Jean-Baptiste, j'avais une question par rapport au site internet et aux témoignages, donc Corona Victime. Est-ce que les témoignages touchent uniquement aux soins, donc à des problèmes de prise en charge et de décès, ou aussi des témoignages de salariés, que ce soit des salariés qui sont sur le terrain, donc dont les activités perdurent, ou des salariés des salariés ou des gérants d'entreprise dont l'activité a cessé et qui sont en difficulté? Non, c'est très enfin, encore une fois, il y a tellement de témoignages. Je pense que là, quand j'ai regardé ce matin, il va en être à peu près à 2500, que ça touche, c'est extrêmement varié. C'est des gens qui ne savent pas s'ils ont le droit d'aller travailler encore ou pas. C'est des gens à qui il manque du matériel. Il y a des soignants qui se sont manifestés. Enfin, il y a de tout, vraiment. C'est d'ailleurs assez compliqué de répondre. Et puis, il faut parfois être un peu humble dans la réponse parce qu'on n'a pas forcément grand-chose à leur apporter, à part leur dire on est désolé, ou bien on espère que vous allez trouver une solution, mais nous, on ne sait pas. Enfin, c'est très large. Merci. Okay. J'ai une autre question de Pierre, je vois. Oui, alors bonjour Jean-Baptiste et merci pour toutes ces explications très intéressantes. J'avais une question en particulier concernant la séquence actuelle où on envisage le déconfinement. C'est-à-dire que c'est très typique de tout ce dont tu as parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'on a eu des prises de parole finalement très, très éclatées du ministre de l'Éducation nationale, du Premier ministre, du président de la République, avec une impression de verticalité. Et alors même que les écoles avaient été fermées en premier, qu'on avait mis en avant des raisons sanitaires, bien, il y a des dates qui ont été lancées de reprise, le 11 mai notamment, sans que pour l'instant il y ait eu un avis du conseil scientifique. Alors, c'est notamment sur cet aspect-là. On a entendu l'ordre des médecins donner son avis. On a l'impression que chacun donne son avis de manière un petit peu isolée. Il y a des craintes, des syndicats qui ont mis en avant la possibilité d'exercer un droit de retrait si les conditions sanitaires à la reprise ne se prêtent pas à une reprise sereine, disons, dans des conditions correctes. Voilà, je voulais avoir un petit peu ton sentiment sur tout ça, sur ces dates de déconfinement, sur le fait que l'on consulte ou pas le conseil scientifique et aussi sur cette question du droit de retrait. Non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. De base, encore une fois, je répète mon point. Je ne comprends pas très bien pourquoi c'est l'exécutif qui décide des dates de confinement, en fait. Seul. Puisqu'a priori, il s'agit de mesures privatives de liberté. Donc, ce sont au minimum des dates et des délais qui devraient faire l'objet de textes de loi. Je ne comprends pas très bien qu'ils soient fixés uniquement par décret. Et donc, mon problème, ce n'est pas tellement la date, en fait, c'est le processus de décision de cette date. On est en train de se rendre compte qu'on a d'abord un exécutif qui est organisé, ça, pourquoi pas, mais surtout, est-ce qu'on peut vraiment prendre ce genre de décision seul aujourd'hui pour 60 millions de personnes, avec toutes les contraintes que ça pose? Et est-ce que ça serait vraiment plus compliqué? Parce qu'au fond, l'argument qui ressort derrière, c'est laissez-nous travailler tranquille, nous au moins on bosse pendant que vous êtes confinés. Mais est-ce que ça mettrait vraiment plus de temps de faire ce travail de façon en respectant les institutions de la République? Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas le sentiment que ça serait plus difficile d'arriver sur des compromis, et puis au moins, ça serait compris par tout le monde et ça serait un peu plus positif. Donc voilà, moi, c'est un peu ça mon problème aujourd'hui. Mais au-delà de ça, de toute façon, le souci qu'on a, c'est qu'on ne peut même pas contester cette date, c'est-à-dire qu'en théorie, ou les modalités, aujourd'hui, on devrait pouvoir les contester, typiquement devant le Conseil d'État. Mais je reprends, là aussi, je reprends l'article qu'a publié il y a 3-4 jours Paul Cassia sur Mediapart. Donc Paul Cassia, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur de contentieux administratif à Paris 1. C'est un grand ponte du sujet. Et c'est à propos, lui, il illustre ça avec, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêté qui a été pris par certains maires, et notamment par le maire de Sceaux, de réclamer le port de masque dans les lieux publics. Et cet arrêté a été contesté par le préfet. Là-dessus, bon, ça remonte au Conseil d'État. Et le Conseil d'État casse l'arrêté du maire et donc interdit de forcer le port de masque dans la ville de Sceaux, en expliquant qu'il n'est pas du rôle du Conseil d'État de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l'État. Pour que vous compreniez, c'est extrêmement nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Encore une fois, je vous répète, on n'est pas en état d'urgence. On n'est pas en état d'urgence. On n'est pas dans une situation de guerre. Il n'y a pas de suspension des pouvoirs. Il n'y a pas d'uniformisation des pouvoirs autour, pas en tout cas de façon institutionnelle. Mais en revanche, elle apparaît de facto. Et elle apparaît de facto de façon absolument abrupte et sans explication. Vous avez là le Conseil d'État. On pourrait imaginer, je ne sais pas, qu'on ne soit pas d'accord sur la date du 11 mai. On estime que c'est trop loin ou c'est trop tôt. On conteste la décision. Mais la clé, ce que va nous répondre le Conseil d'État, c'est qu'il va nous dire « Ah ben oui, mais on ne peut pas contester cette date parce qu'on ne souhaite pas remettre en cause la cohérence et l'efficacité des mesures prises par le gouvernement. »
À partir du moment où on ne veut plus contester ni la cohérence ni l'efficacité, ou c'est ça, c'est-à-dire que c'est cohérence et efficacité qui deviennent les deux jalons. Mais de toute façon, dans ce cas-là, tout ce qui est décidé par le gouvernement, n'importe quelle critique est forcément une atteinte à la cohérence et l'efficacité de la mesure qui a été décidée, puisqu'on ne juge plus de la réalité, de la pertinence de la mesure et surtout de sa légalité. Parce que c'est le point principal, c'est d'abord de savoir si c'est légal. En ce qui concerne typiquement cet arrêté du maire de Sceaux, c'est la décision du Conseil d'État qui paraît singulièrement illégale. Et ça, c'est tout le problème. Le souci, ce n'est pas la date du 11 mai, ce n'est pas l'incohérence des mesures, c'est l'absence de capacité à contester cette situation. On est aujourd'hui sans armes face à un pouvoir exécutif qui, certes, fait n'importe quoi, mais j'ai envie de dire pas plus qu'ailleurs, ou peut-être peu importe. Mais surtout, on n'a pas de moyens de corriger les décisions qui sont prises. C'est ça qui est terrifiant, parce que là, actuellement, on est sans moyens. Enfin, concrètement, là, c'est le 11 mai, ça a l'air de convenir à tout le monde. Mais si demain, ils décident quelque chose de complètement délirant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et d'ailleurs, le 11 mai a l'air de convenir à tout le monde. Ce n'est pas le cas du tout, parce que c'était le cas quand ça a été annoncé, les gens étaient plutôt contents. Mais on est en train de se rendre compte qu'en fait, ça ne va pas du tout être le 11 mai. Ça va être, enfin, d'ailleurs, on n'y comprend rien. Je ne vais pas me faire l'interprète d'un truc que moi-même, je ne comprends pas. Ce qui me perturbe, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas la capacité à contester cette date qui est fixée comme ça. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle est fixée. Il y a quelqu'un qui veut poser une question et dont la batterie va s'éteindre. J'ai des questions écrites. Alors, peut-être la dernière parce qu'il dit que sa batterie va s'éteindre. Oui, alors, d'accord. Donc, question. Alors, hop. Donc, le rentrée scolaire en date du 11 mai, les enfants rentrent, mais pas les étudiants. Alors, quelles seraient les explications sanitaires, si vous avez des informations? J'en ai pas. Je suis désolé. En fait, ce que dit le gouvernement, c'est que en fait, les enfants sont moins sujets à la maladie, même si potentiellement ils sont porteurs et vecteurs du virus. Mais bon, ça, on n'a pas d'éléments de vérification. Du reste, en fait, c'est un exemple. Et encore une fois, on ne sait même pas, aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le régime de cette rentrée du 11 mai. Pas le décret, je n'ai pas l'arrêté, je n'ai pas de projet de loi. Je ne sais pas. On a une annonce qui… Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très intéressant, que c'est la même méthode qui était celle qui était appliquée sur la réforme des retraites, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une annonce qui est faite, vous avez 3 critiques qui arrivent. Ah bah oui, mais en fait, vos critiques sont non avenues parce qu'on a annoncé ça, mais en fait, c'est plus compliqué, on va faire autrement. Et puis ensuite, on refait encore autrement et on a comme ça 7, 8, 10, 15 versions successives qui s'enchaînent. On s'y perd complètement. On ne sait plus ce qui est décidé. Et à la fin, le gros problème qui va se passer, et c'est ça qui commence à s'annoncer, qui est assez terrifiant, c'est qu'en fait, ce qui s'annonce le 11 mai, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme on n'a pas de texte, comme on n'a pas de projet, comme tout ça est très vague, ben en fait, chacun va faire comme il veut. Parce que quelqu'un qui n'emmène pas ses enfants à l'école le 11 mai, qu'est-ce qui va se passer? Et quelqu'un qui décide de les emmener quand même. Quelqu'un, une école qui décide que finalement elle n'ouvre pas, un professeur qui n'y va pas. Vous sentez que les choses sont organisées, structurées, mais pour organiser les choses, il faut les poser, il faut respecter un processus de décision, il faut les rendre légales. Actuellement, on a juste des annonces qui sont purement incantatoires et dont on est totalement incapable de savoir ce qu'elles vont donner de matériel. Du coup, je ne sais pas quoi dire. J'ai pas de… Merci. J'ai une autre question, c'est en fait, qui gouverne? Le problème principal de la coordination, par exemple, des collectivités territoriales qui doivent obéir, entre guillemets, aux décisions de l'État, mais aussi les arrêtés municipaux qui ont été annulés par le Conseil d'État. Ça, c'est le premier point. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le deuxième, c'est l'État qui obéit aux prescriptions des autorités de santé. Est-ce que le pouvoir est au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il obéit aux autorités de santé? Ou est-ce qu'il utilise, en termes de communication, les autorités de santé pour en fait, se déresponsabiliser des choix politiques? Non, mais qui gouverne aujourd'hui, on a quand même le sentiment que c'est quand même le gouvernement qui gouverne, avec le déluge de paroles
qu'ils envoient en permanence, ça serait quand même le comble qu'on n'ait pas l'impression qu'ils soient là. Ça, pour être présents, ils ont l'air d'être présents. Le problème, c'est que gouverner, ce n'est pas dire des choses, c'est pas faire des discours. Gouverner, ce n'est pas faire des discours. Et j'ai envie de dire presque des discours de garde champêtre. Parce qu'on a presque l'impression que c'est ça. On arrive, on dit un truc, le lendemain, on dit le contraire. De toute façon, 3 jours plus tard, on aura 4 versions différentes. Gouverner, c'est faire des lois. Faire des lois, ce n'est pas faire des communiqués de presse. Faire une loi, c'est quelque chose de particulier, avec une structuration, une forme. C'est ça qui rend la décision exécutable. C'est parce qu'on a fait des définitions, on l'insère dans un cadre plus large, on sait que ça se passe comme ça, etc. C'est aujourd'hui tout ce qui manque. On a des textes qui sont extrêmement minimalistes, qui lâchent la bride complètement à l'administration, qui du coup prend des décisions qui sont en fait arbitraires. Et elles sont d'autant plus arbitraires que, comme je l'ai dit, on se retrouve dans une situation où de facto, les autorités en charge de contrôler l'État, pour l'instant, le contrôlent de façon très minimaliste et laisse un peu, lui laisse la bride large, voire même s'invente des obligations de respecter la cohérence et l'efficacité des mesures qui sont prises par l'État. Donc, tout ça n'est pas très juridique et on sort du cadre légal normal. C'est ce qui est très dangereux. On devrait, en fait, dans une période de crise comme celle-là, on devrait absolument respecter le cadre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en train, finalement, de s'acheminer vers un état d'urgence de fait, alors qu'on est censé avoir un état d'urgence dans la Constitution. Quelque part, on aurait mieux fait de passer l'article 16, on aurait eu un vrai débat sur le sujet, on serait dans les règles de l'article 16 et au moins les choses seraient carrées. Là, c'est absolument n'importe quoi et c'est vraiment ce que ressentent les... Enfin, je lis toute la presse tous les matins. Donc, je lis la presse de gauche, de droite, jusqu'à l'opinion. Voilà. J'ai l'impression d'un accord unanime de tous les éditorialistes, de tout le monde, de tous les commentateurs, pour expliquer que c'est un bazar sans fin et qu'on est dans une incohérence totale. Mais cette incohérence, ce n'est pas parce qu'on est face à des gens qui sont incohérents naturellement. On est face à des gens qui ont fait des études, qui savent prendre des décisions. Mais c'est surtout parce que toute leur politique actuelle sort du cadre qui est celui des institutions. Et forcément, dans ces conditions, on est face à des gens qui prennent des décisions en disant « mais l'intendance suivra ». Sauf que l'intendance, elle est censée se signaler en cours de processus. Elle se signale par le biais des amendements au Parlement, elle se signale par le biais des contrôles des autorités judiciaires, elle se signale à tout un tas de moments, l'intendance. Elle dit « vous avez dit telle phrase dans la loi, mais en fait, cette phrase-là, il ne faut pas la comprendre comme ça, il faut la comprendre autrement, sinon ça ne marchera pas ». Et donc là, on a des décisions qui sont prises de façon arbitraire et totalement hors sol, ce qui fait que quand elles arrivent en bas, elles ressemblent à rien et elles sont absolument inapplicables. Typiquement, le 11 mai. On a quand même une décision de déconfiner qui a été… Enfin, on nous a quand même dit qu'on allait déconfiner le 11 mai. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne déconfinera pas le 11 mai. On nous a dit que les écoles seraient ouvertes le 11 mai. Aujourd'hui, on ne comprend rien à la manière dont les écoles seront potentiellement ouvertes le 11 mai. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne sera pas le cas. Enfin, ça va être… On est perdu. Mais si on est perdu, ce n'est pas seulement parce qu'on est mal dirigé, c'est surtout parce qu'on est actuellement dirigé en dehors de l'état de droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On a un processus qui protège. Aujourd'hui, on est hors de ce processus. Il faut y revenir le plus vite possible. Caroline, tu avais une question à nouveau? Oui, on remarque depuis le début du confinement que le gouvernement découvre des choses dans le pays. Et par exemple, il y a Adria Taquet qui est en charge de la protection de l'enfance, qui vient de demander hier au département de reprendre des enquêtes sociales pour sur les enfants qui seraient ou sont victimes de maltraitance. Or, évidemment, les professionnels ne peuvent pas se rendre au domicile pour faire les enquêtes et mis à part les cas avérés de violence qui passent par l'hôpital ou par la police et qui sont pris en charge par le judiciaire directement, les autres enquêtes ne peuvent pas être faites. D'ailleurs, les autres enquêtes qui étaient déjà en cours sont en attente. Enfin, moi, je suis dans un département où il y a un délai entre 1 à 3 mois, et c'est un petit département, donc je suppose qu'ailleurs, c'est pire. Donc, je ne vois pas comment les professionnels vont pouvoir intervenir sur les choses en cours, alors que celles qui datent de décembre ou d'octobre ne sont pas encore faites, quoi. Donc, voilà, c'est beaucoup de paroles, en fait, qui montrent soit une déconnexion, mais ça, on sait qu'il y en a déjà une, mais c'est vraiment
la poudre aux yeux de il y a 20% d'augmentation des appels au 119, donc il faut faire des enquêtes sociales tout de suite. Mais je pense que ce n'est pas une déconnexion et ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est encore une fois qu'on est sorti de l'état de droit. C'est-à-dire que normalement, le processus qui aurait dû se passer, c'était quoi? C'était Adrien Taquet. Après tout, c'est son rôle. Il est secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Et donc, il est en charge de vérifier le fonctionnement de l'administration qui assure le service de l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend des arrêtés, il prend des décrets, il prend des décisions. Ces décisions, elles passent par l'administration, elles sont publiées au journal officiel. Enfin, il y a tout un processus. Éventuellement, il fait un projet de loi. Il y a tout un processus. Ce processus qui paraît parfois un peu long, fastidieux, c'est par ce processus qu'on a des gens du terrain qui font remonter le fait que la demande qui est prononcée par le ministre, elle est débile, ou qu'elle est mal faite, ou que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait le dire. Et c'est comme ça qu'on améliore le texte et qu'à la fin, on arrive peut-être, parfois, c'est déjà pas facile, et qu'on arrive peut-être à quelque chose. Et je dis, et ce processus, en fait, il va bien au-delà du Parlement lui-même, hein. Il faut prendre en compte la manière dont ça va être exécuté ensuite dans les tribunaux, dont ça va être… C'est dans toute la longueur de tous les contre-pouvoirs de l'État. Ça sert à ça, les contre-pouvoirs. Ça ne sert pas seulement à bloquer. En fait, ça sert à aider par la critique et par l'apport à construire des décisions qui soient correctes. Et là, qu'est-ce qu'on a à la place de ça? On a des conférences de presse. Ben voilà, mais le problème, c'est qu'une conférence de presse, quand il dit « je veux ceci », mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il en sait que ce n'est pas possible? C'est un être humain. On peut… La volonté, moi, je ne veux pas lui faire… Enfin, il ne faut pas faire des procès d'intention, des choses comme ça, ce n'est pas la question. C'est juste que à partir du moment où il fonctionne hors cadre juridique, hors cadre de la République, où il considère qu'il faut faire ce qu'il dit, ben en fait, ça ne marche pas. La parole politique, elle ne s'exerce pas quand on dit quelque chose. Elle s'exerce quand elle passe à travers le moulinet des institutions et qu'à la fin, ça débouche sur un cadre légal. Actuellement, tout ce qui est déclaré, depuis le début, depuis qu'on a décidé qu'on ne serait pas dans l'état d'urgence et qu'on serait dans une espèce d'état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom et qu'on met la pression à tout le monde pour surtout ne pas mettre en œuvre les contre-pouvoirs institutionnels qui existent, pour les empêcher d'exercer au nom de l'efficacité et de la cohérence. À partir de ce moment-là, de toute façon, toutes les décisions qui sont prises ne peuvent pas être de bonnes décisions, ne peuvent pas avoir un lien de cohérence avec la réalité du terrain. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'elles aient un lien de cohérence avec la réalité du terrain? Ils vont faire quoi? Une consultation? Ils vont passer des coups de fil? Ils vont faire comment pour le savoir? C'est impossible en réalité. On ne peut pas diriger 60 millions de personnes comme ça en faisant des déclarations. Et c'est pour ça que je dis que ne serait-ce, et d'ailleurs pour des raisons d'efficacité, on est sur un mécanisme qui n'est pas du tout inefficace. Et vous allez voir que la déclaration d'Adrien Taquet, en fait, elle sera suivie d'aucun effet, elle n'aura aucun impact. Il aura perdu autant de temps que s'il avait essayé de mettre en œuvre un processus plus normal et fonctionnel. Un exemple. Il y a un vrai mépris actuellement, mais c'est quelque chose qui monte depuis des années. Hein. C'est qu'il y a quand même un vrai mépris de la part du pouvoir politique pour les contre-pouvoirs institutionnels, hein, que ce soit pour l'autorité judiciaire, qui est vraiment vue comme enfin, d'abord, dont on voit bien qu'on a réduit les moyens de façon dramatique et qui aujourd'hui n'a pas du tout la capacité à exercer son rôle de contre-pouvoir. Moi, c'est pour ça que je ne fais pas des reproches excessifs ni au Conseil d'État ni à personne. Hein. Moi, je vais vous dire, le Conseil d'État, évidemment, vous prenez l'article de Mediapart, on leur tape dessus, mais moi, je me connecte au back-office du greffe du Conseil d'État, d'accord? Voilà, parce que je fais des requêtes matériellement, je les dépose et tout, mais les numéros se mélangent. Ils vous mettent un numéro d'une requête alors que c'est les documents d'une autre requête, et parce qu'ils sont même pas, même le Conseil d'État n'a pas forcément les moyens de sa propre action. Et c'est vrai pour le Parlement, c'est vrai pour tout un tas d'autres autorités, les conseils indépendants, etc. On est dans une situation qu'en fait, on décrit depuis déjà, donc on décrit depuis des années qu'elle risque d'arriver. Voilà, on y est. Eux s'imaginent en général triomphant, en généraux triomphants qui arrivent et qui disent voilà, il faut faire ça. Ça n'a aucune chance de fonctionner. La seule manière pour que les choses fonctionnent, c'est de respecter des processus. Les processus ne sont peut-être pas parfaits, mais ils existent. Hein. On peut les améliorer, on peut les rendre plus rapides, plus simples. Mais tant qu'on ne se remettra pas dans un fonctionnement normal des institutions de la République, de toute manière,
on aura toujours ce sentiment de décalage et surtout, on aura des décisions qui sont prises qui n'ont aucun impact, rien. Mais elles n'ont pas d'impact parce qu'elles ne sont pas légales. C'est tout. Un exemple de ce mépris des contre-pouvoirs par le gouvernement et un mépris que la majorité parlementaire a d'elle-même aussi, c'est la loi urgence sanitaire en elle-même. L'article 1 qui institue la situation d'urgence sanitaire, article 1 de la loi, et qui remplace une situation préexistante qui était la situation de crise sanitaire, qui en fait déjà permettait à l'État, au ministre de la Santé, de prendre un certain nombre de décisions en situation de catastrophe sanitaire. Bon. Cet article 1 impose que le gouvernement soit obligé de transmettre toutes ses décisions en cas de crise sanitaire au Parlement et que le gouvernement ne peut décréter cette crise sanitaire que pour une période de 1 mois. Et qu'au-delà de 1 mois, il est obligé de demander au Parlement de voter une loi de prolongation de la crise d'urgence sanitaire. Ça, c'est l'article 1. L'article 4, 3 articles plus tard, indique que, en dérogation à l'article 1, la situation d'urgence sanitaire est votée par la loi pour une durée de 2 mois. Et donc, c'est écrit par exception à l'article 1. Donc, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes dans une situation de crise sanitaire qui ne respecte même pas la définition posée dans l'article 1 de la loi. Et c'est surtout qui évite au gouvernement d'avoir l'obligation légale de transmettre toute information sur ces décisions au Parlement. Et donc, en fait, le gouvernement fait des communiqués auprès de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les informe à sa guise et à sa propre discrétion. Et donc, dès le départ, le gouvernement s'est départi des obligations que lui-même avait fait voter dans l'article 1 de la loi d'urgence. Julien Tempé a demandé la parole. Vous avez la parole. Vous activez votre micro. Voilà, c'est parfait. Oui, je voulais juste peut-être faire une remarque plus générale sur ce qu'on appelle l'état d'urgence par rapport notamment aux autres possibilités constitutionnelles. Je crois que ce qui est révélateur dans la façon de faire du gouvernement, c'est qu'ils ont en réalité utilisé finalement toutes les possibilités que donnent les pouvoirs d'exception, notamment l'article 16, c'est-à-dire je fais ce que je veux, le président décide et tout le monde exécute, sans avoir finalement mis en cause les dispositions de l'article 16, uniquement parce qu'il dispose, de par la mécanique même, la force d'inertie de la Constitution, de l'intégralité du pouvoir qui soit à la fois exécutif et législatif. Aujourd'hui, les décrets qui sont pris par le gouvernement, ils ont été validés par les juridictions administratives, dans leur quasi-totalité. Les lois n'ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, tout cet ordonnancement juridique, il est légal. Il est peut-être malvenu, il est peut-être inefficace, mais il est légal. De fait, le président a décidé seul, les conseillers, enfin peu importe, seul, de fermer les écoles. Il l'a annoncé à la télé. Aucune discussion parlementaire préalable n'a eu lieu. Il l'a décidé, il l'a annoncé à la télé, alors que ça n'avait pas été encore validé. Il a fallu ensuite des actes administratifs pour le valider, après la parole présidentielle. De même que la décision de confinement, qui a été validée a posteriori, alors qu'elle a été annoncée par le président de la République. Donc on est véritablement à un moment où la caractéristique même de notre régime se manifeste de façon fascinante, je trouve. Enfin, pour quelqu'un qui aime un peu le droit constitutionnel, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'avoir recours au pouvoir exceptionnel prévu par la Constitution pour pouvoir imposer une volonté d'en haut, avec tout ce que ça comporte d'abus, d'inefficacité ou autre. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Après, sur les décisions et sur leur inefficacité,
on verra. Ils auront beau jeu de dire que le 11 mai est une date qui aura un impact si les mesures préalables sont prises, etc. Ils pourront de toute façon, par le fait même qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, ils pourront toujours changer ces dispositifs. Et malgré tout, on peut juger de leur inefficacité réelle sur le fond. En revanche, sur la mise en œuvre, il y a une efficacité. C'est-à-dire que le confinement, il est exercé, les écoles elles sont fermées, les gens, il y a quand même 10 millions de personnes qui ne travaillent plus, il n'y a plus de déplacements, etc. Donc, de fait, il y a quand même une efficacité réelle. Après, est-ce que c'est utile pour la vie en société? Ça, c'est un débat politique, mais les décisions prises en haut lieu sont efficaces, c'est-à-dire qu'elles sont appliquées. Il y a des sanctions qui sont prises, on le voit tous les jours, quand elles sont pas respectées. Donc, on est vraiment, oui, dans une dérive qui était prévisible quand on s'intéresse un peu à la Constitution, mais qui est extrêmement dangereuse de ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle administratif, il n'y a pas de contrôle judiciaire, pas de contrôle constitutionnel, il n'y a pas de contrôle de légalité, il n'y a pas de contrôle parlementaire. C'est véritablement là, on est dans une situation qui est particulièrement dangereuse. Après, sur le fond de l'angle sur lequel on pourrait peut-être s'appuyer, c'est sur l'inefficacité des juridictions. Enfin, pas s'appuyer, mais sur lequel on pourrait insister, sur l'inefficacité des juridictions, sur le Conseil d'État ou les juridictions civiles se sont pliées, je dirais, il n'y a plus aucune activité judiciaire, c'est absolument anormal. Je veux dire que la justice ne fonctionne que pour le pénal, alors qu'il y a des contentieux de tous ordres qui existent dans la société. On le voit en matière familiale, dans l'enfance isolée, des reconduites à la frontière. Enfin, celles-là sont suspendues pour l'instant, mais c'est absolument anormal. Et la justice est complètement caporalisée. La justice n'existe pas. Ce n'est pas un pouvoir en France. C'est simplement une courroie de transmission du gouvernement. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est la crise en est la manifestation la plus exemplaire. Voilà, c'est tout ce que je pense. Merci. Et sur ce point, moi, vraiment, le truc qui m'a fait réfléchir au sujet, au départ, je n'abordais pas cette question du confinement comme un problème de liberté fondamentale et de liberté publique. Et en fait, c'est vraiment la réflexion émergente sur Stop Covid, sur l'application téléphonique pour smartphone, qui m'a poussé à considérer le problème de l'état de droit, parce que, encore une fois, cette application, ce n'est pas une application qui n'est pas un mouchard, hein. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une application de contrôle des déplacements des individus. Donc, c'est bien une mesure privative de liberté. Donc, théoriquement, c'est quelque chose qui doit être imposé par la loi et pas autre chose. Enfin, il y a tout un tas de contrôles qui immédiatement devraient se mettre en place et qui là sautent comme par magie et sur lesquels aucun des titulaires de ces contrôles ne semble très désireux de vouloir les exercer. Hein. C'est pas ça. Et ça va poser des problèmes de fond. Hein. Je pense que, typiquement, par exemple, encore une fois, il faut distinguer la situation dans laquelle on est maintenant, et je suis d'accord, on pouvait la voir venir il y a longtemps. Je ne suis pas forcément un grand critique. Enfin, on a quand même une constitution qui est un peu particulière, hein, qui est quand même le fruit d'une guerre civile quasiment. Mais bon, sans aller, voilà, essentiellement, quand on lit la Constitution, c'est vrai que bon, il y a des contre-pouvoirs. Est-ce qu'on leur fait confiance ou pas pour servir de contre-pouvoir? C'est une chose. Mais ce qui se passe surtout aujourd'hui, c'est qu'on a des contre-pouvoirs qui n'ont pas un rond, qui sont dans un état de dénuement total. Moi, je les comprends, les magistrats qui ne font pas d'audience. Ben, je les comprends très bien. Ils ne vont pas faire d'audience. Ils n'ont pas les moyens d'assurer leur propre sécurité dans ces audiences. Donc, ils sont obligés, enfin, ils pourraient essayer, mais c'est compliqué. Ils ne peuvent pas travailler à distance. Là, je le vois sur les cours d'appel. Non, mais c'est pour vous montrer l'état de dénuement total dans lequel on est. Enfin, c'est délirant. Sur les cours d'appel, le greffe de la cour d'appel de Paris n'a pas accès aux messages qu'on leur envoie. Du coup, ils suspendent les délais en attendant de pouvoir lire les messages plus tard dans le futur. Enfin, c'est complètement aberrant. Et on ne peut pas leur envoyer des messages par mail, parce que si on leur envoie par mail, ce n'est pas tamponné de façon certaine, donc ça pourrait déboucher sur des problèmes. Mais on a un problème de moyens, d'abandon. Disons, on a laissé les contre-pouvoirs s'étioler au fur et à mesure du temps, et en fait, actuellement, on en voit la réalité de leur action. On peut juger qu'en fait, nos contre-pouvoirs,
pas tellement. C'est pas les individus qui les représentent, ou c'est même pas la manière dont les choses sont rédigées dans la Constitution ou ailleurs. C'est le fait qu'on a des contre-pouvoirs qui n'ont pas de moyens, qui sont inexistants parce que les moyens sont centralisés au sein de l'administration et que de ce fait, des vagues contre-pouvoirs qui peuvent exister ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont juste pas le temps, pas l'argent, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Moi, je suis sûr que si le Conseil d'État avait un peu plus de sous, je pense qu'en interne, les magistrats se mobiliseraient un peu plus. Enfin, je crois que c'est vraiment un problème concret sur ce sujet-là et que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Mais maintenant, le souci, c'est qu'on est dedans et qu'actuellement, on a donc tout un tas de décisions qui sont prises dont la légalité a… Moi, au départ, ce n'était pas mon cas, mais aujourd'hui, je suis persuadé que le confinement dans lequel nous sommes actuellement est illégal. Ça ne veut pas dire qu'il est injuste ou qu'il est injustifié. Je dis juste qu'il est illégal. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir lieu et qu'il a été pris en dehors des règles de la légalité. Donc, en fait, puisque je vois qu'on arrive bientôt à la conclusion, notre système d'état de droit est dans le même état que les services d'urgence avant le Covid. Exactement. C'est exactement la bonne image. C'est exactement ça. D'accord. Merci. J'ai une question de Bertrand. Oui. Non, mais je ne vais pas… On m'entend là? Oui. Oui. Donc, je ne vais pas trop prolonger parce que ça fait… on remercie les animateurs de cette heure passionnante et de ce travail très utile du site que je ne connaissais pas, moi, Corona Victime. Je voulais simplement inciter ceux qui réunissent toutes ces demandes, ces recours, ces plaintes, ces témoignages à essayer d'intégrer aussi toutes les démarches en vue de lutter contre les abus policiers qui visiblement bien sûr. Ça me paraît un domaine important quand on voit des témoignages délirants. Oui. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit avant. Oui, je pense aussi, oui, bien sûr. Et puis, bon, vous interrogez aussi à propos, je rebondis sur ce que Julien disait sur la justice serve, en quelque sorte, du pouvoir exécutif. Il y a eu ce débat sur la prolongation des détentions provisoires, qui a suscité d'ailleurs des réactions outrées de certains magistrats. Sur une déclaration de Nicole Belloubet, la ministre, on a décidé de laisser en tôle, je ne sais plus jusqu'à quand, enfin jusqu'à sa prise suivante de parole sans doute, des gens qui pouvaient plaider en tout cas une suspension de leur détention devant des juges des libertés, etc. Alors j'aimerais bien savoir ce que ça devient, ce débat en quelque sorte interne à la justice française, parce que là, il y a vraiment un problème de… Je n'ai pas suivi, je ne suis pas la bonne personne pour répondre là-dessus. D'accord. Je n'ai pas suivi d'assez près. Je vois des bêtises. Voilà, c'était quelque chose d'assez marquant. Non, mais moi, je voulais simplement… Je suis d'accord qu'il y a un problème, mais je n'ai pas d'opinion précise parce que je n'ai pas assez regardé. D'accord. Non, ben voilà, en tout cas, vous remercier parce que si dans tout ce que vous faites, si ça ne sert pas sur cette crise, ça servira au moins à la prochaine. Non, mais alors après, le problème des violences policières actuellement, c'est quelque chose qui est très inquiétant et qui rejoint un peu… il y a quand même un sentiment général de cocotte-minute qui commence à dominer et qui pose de graves questions sur le déconfinement, non pas tellement en termes uniquement sanitaires, mais au-delà de ça, en termes de politique et de violence. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des émeutes en ce moment en banlieue. Il commence à y avoir… les gens sont dans un état… Le gros problème, c'est que les gens n'apprécient pas les petits chefs. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train d'avoir un pouvoir qui exerce son pouvoir à la manière d'un petit chef qui est bien content que ses contrôleurs de gestion et son directeur juridique soient partis en vacances. Qu'ils ne soient pas sur place. Et donc, ils font n'importe quoi, un peu comme ils veulent. Sauf que les gens, les citoyens ne sont pas les salariés du gouvernement.
Ils n'ont pas à obéir aux décisions qui sont prises comme ça de façon absolue, surtout quand elles sont prises en dehors de la légalité. Et donc, on a une défiance qui est montante. Et je pense que beaucoup de gens sont très inquiets de la situation du pays d'ici 5 à 6 mois, quand on sera sorti du confinement. Sans compter qu'on a une élection municipale en cours, à laquelle plus personne ne comprend rien et qui va en elle-même poser des difficultés. Je vous remercie. Est-ce que vous auriez quelques éléments de proposition pour que, dans une situation qui pourrait être amenée à se renouveler, puisqu'on nous parle de risques de plus en plus grands, de systématisation ou de renouvellement de ce type de crise, de pandémie, pour qu'il y ait un système judiciaire fonctionnant et pour qu'on ne renouvelle pas cette situation en fait, de pouvoir de fait, plutôt que… Exactement comme ça a été dit, c'est la même chose que pour les hôpitaux et pour les soignants, c'est-à-dire qu'on constate qu'en fait, quand les gens n'ont pas d'argent, quand les différents outils du service public n'ont pas d'argent, en réalité, ils tiennent par la force des gens par la force de la volonté des individus qui les composent, mais pas au-delà. Et quand cette volonté elle est mise à l'épreuve par la fatigue, par la violence de la situation, ça s'effondre. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On a de la chance, d'une certaine manière, de vivre dans une démocratie qui est ancienne, où finalement le pouvoir, malgré tout, est relativement respectueux du pays. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de décrire, c'est quand même des décisions qui essaient d'aller dans le bon sens. Jusqu'à présent, ils n'ont pas rétabli la peine de mort. Et ils n'ont pas non plus l'idée d'interdire toutes les réunions. Vous voyez, typiquement, on est en train de se réunir pour en parler, on voit bien qu'on est libre de le faire. On n'est pas passé dans une dictature, et ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis bien que le problème, c'est que ces institutions, elles ont un sens et que le mépriser ou l'ignorer, c'est en fait rendre ses propres décisions en tant qu'exécutif absolument inapplicables et inaudibles, avec un risque à moyen terme qui est dangereux. Et ça serait ça la première chose à faire pour un pouvoir, c'est d'avoir des contre-pouvoirs puissants. Parce que plus mes contre-pouvoirs sont puissants, plus je suis puissant. C'est ça qui devrait aujourd'hui être la leçon un petit peu qu'on devrait tirer de cette crise, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs sanitaires qui soient puissants. Peut-être qu'il faut réfléchir à l'ARS, à des choses comme ça, à repenser le statut des médecins, à les rendre plus indépendants encore que ce qu'ils sont aujourd'hui. De la même façon, dans le judiciaire, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser le rôle des avocats. Je ne veux pas plaider pour ma paroisse, mais je pense qu'il y a un moment où il va falloir peut-être confier, on soit dans un système où l'enquête est faite par l'avocat, typiquement, comme c'est le cas dans d'autres pays. Le rôle des magistrats serait moindre et la charge serait différente. Voilà, donc il y a des choses à imaginer. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça veut dire surtout renforcer les contre-pouvoirs de façon forte. Mais ce qui est compliqué peut-être à faire comprendre, c'est que renforcer les contre-pouvoirs, c'est aussi renforcer son pouvoir aussi en tant qu'exécutif. Parce que c'est grâce à la critique et c'est grâce à un processus comme ça de travail itératif que les décisions sont bonnes. Une décision, même moi, dans mon propre travail, je ne travaillais pas tout seul. Pourquoi je ne travaille pas tout seul? Parce qu'il faut plusieurs paires d'yeux. Parce que si on est seul à lire un texte, on va mal le lire, on va mal l'écrire, on va se planter. Quand on commence à être 2, 3, 4, 5 et qu'on enchaîne comme ça avec des visions différentes, à la fin, ça donne quelque chose qui est plus cohérent et qui est plus fort. Et aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin et dont on se rend compte qu'on a complètement abandonné en France. Ça existe sur le papier, mais dans la réalité, ça existe pour autant que les gens qui les composent soient forts, ce qui est le cas. On a de la chance, on a des très bons médecins, on a des très bons juristes, heureusement. Et donc, ça tient. Mais en fait, ça tient, mais ça ne fait pas son travail. Un mot de Julien, et puis après, on conclura. Julien? Juste, oui. Oui, je voulais juste deux observations par rapport à la question qu'avait posée Bertrand sur les mesures de détention provisoire. Juste d'un mot. Effectivement, ces détentions ont été prolongées le temps du confinement. En tout cas, c'était la recommandation du ministre, mais sauf que ce n'est pas comme ça, évidemment, que ça peut se passer. Donc, il a fallu quand même prendre des décisions pour reporter les débats judiciaires
après le confinement, mais en réalité, c'est là où on voit l'incohérence absolue des décisions. Assez rapidement, comme ils ont redouté assez vite des émeutes, parce que ce qui se passe en prison, c'est gravissime, hein, des émeutes dans les prisons qui seraient absolument incapables de contrôler, en fait, il y a eu des milliers de libérations de personnes qui sont en détention provisoire. Et ils ont libéré, je l'ai vu, hein, ils ont libéré vraiment n'importe qui, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas dû être libérés, des gens qui auraient dû être libérés puis qui sont restés en détention. Enfin, ça a été, en fait, ils ont géré la surpopulation carcérale prison par prison, quoi. Il faut en libérer tant ici, tant là, etc. Enfin, c'est n'importe quoi, parce qu'effectivement, la prison est incapable de gérer en temps normal la surpopulation. Alors évidemment, en temps de crise comme celle-là, c'était ingérable. Donc en fait, il y a pas mal, il n'y a pas eu, en tout cas, dans des cas individuels, il y a sans doute des violations qui seront sanctionnées ultérieurement, mais il n'y a pas eu beaucoup d'abus puisqu'ils ont finalement libéré pas mal de monde de façon incohérente. Peu importe. Et sur la justice, et je termine là-dessus, oui, comment faire pour que le système ou l'ordre judiciaire soit, dans une prochaine crise, plus efficient et plus réactif. Alors, moi, pour le coup, je suis pas convaincu par notre système constitutionnel. Donc, je pense que les questions sont liées. La justice n'est qu'un service public, il est au service de l'État. C'est effectivement une question de moyens, ça c'est incontestable. La justice en France, c'est se clochardise de façon scandaleuse. Mais ça, c'est pour le tout venant. Le contrôle de l'activité régalienne, ça ne nécessite pas de moyens, ça nécessite un état d'esprit, un courage qui n'est pas dans l'habitude française. Depuis, la justice n'a jamais été indépendante en France. Aux États-Unis, vous avez des magistrats qui sont indépendants, qui attaquent, qui n'hésitent pas à annuler des décisions du président. Ça ne leur pose pas de difficultés. Et c'est un vrai pouvoir, et depuis toujours. En France, jamais. La seule fois où on a eu recours à l'article 16, le Conseil d'État a dit, moi, je n'ai pas à juger la décision du président. Je n'ai pas à juger la décision du président. C'est un acte de gouvernement, c'est une jurisprudence du Conseil d'État. Il a dit, je n'ai rien à dire. Et ça, c'est impensable dans un système à l'américaine, si vous voulez. Bien sûr que toutes les décisions du président aux États-Unis sont soumises à sanctions et parfois sont annulées. Voilà, donc, bon, ça, après, ça nous amènerait trop loin. Donc, c'est un débat constitutionnel que j'arrête là. Alors, je suis d'accord, mais j'ai mis une grosse réserve, c'est qu'en fait, moi je pense que si la justice a déjà eu l'occasion de contester, de censurer le pouvoir, le Conseil d'État, dans le passé, a su faire preuve de courage, mais dans le passé, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et on est aujourd'hui dans une situation… Moi, ce qui m'embête, c'est que si on parle de courage, de choses comme ça, on a l'impression qu'on parle des magistrats eux-mêmes. Et je vous dis, vraiment, pour voir le back-office du Conseil d'État, je crois pour avoir du courage, il faut aussi avoir un peu les moyens en tout cas, quand on est fonctionnaire, ce qui est quand même leur cas, quand on est magistrat, pour avoir du courage, il faut aussi avoir les moyens de son courage. Si c'est pour avoir du courage tout seul au fond de son bureau et sans pouvoir avoir de quoi rédiger même les textes qu'on va rendre, bon, c'est un peu limité. Mais bon, c'est difficile. Après, il y a quand même quelque chose qui relève de la psychologie, c'est l'attitude face au contre-pouvoir. C'est quand même surprenant. Moi, je ne sais pas, on revient à cette interview d'Agnès Buzyn qui, encore une fois, a été transformatrice dans la manière dont les gens ont perçu cette crise. Ça a vraiment été une zone d'impact, un moment où les gens se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On est face à un moment qui est délirant. Quelque chose à basculer. Et c'est que donc, à la suite de ça, il y a des plaintes qui sont déposées. Et le chef de l'État, le président de la République, s'est offusqué de ces plaintes en menaçant à mots couverts les gens qui les faisaient. Les ministres se sont offusqués, la majorité s'en plaint. Mais en réalité, ils devraient être fiers d'être poursuivis. C'est bien la démonstration qu'on a un état de droit qui fonctionne, c'est que les citoyens peuvent encore déposer une plainte. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qu'ils peuvent faire par eux-mêmes aujourd'hui. Et ces plaintes, de toute façon, c'est ce que je disais au début. Il s'agit pas, ils vont pas les mettre, ils vont pas être interrogés au commissariat du coin d'ici la semaine prochaine. On est sur des enquêtes qui vont prendre du temps. On est sur des enquêtes dont on se doute bien que les magistrats feront la part des choses entre… Voilà, ils diront, bon, d'un côté, vous avez commis telle faute, mais d'un autre côté, on peut le comprendre à cause de telle situation.
c'est pas le problème, mais c'était l'occasion de dire, écoutez, voilà, moi je suis poursuivi, et bien écoutez, j'en suis fier, je me défendrai le moment venu, et en attendant, chacun fait son travail, je fais le mien, les magistrats font le leur. On n'a pas du tout entendu ce discours. Le seul discours qu'on a entendu, c'est quoi cette bande d'emmerdeurs? Permettez-moi de le dire comme ça. On nous casse les bonbons alors qu'on essaie de faire des choses, on nous empêche d'avancer, c'est insupportable. Et finalement, les contre-pouvoirs sont vus comme non pas des pouvoirs en eux-mêmes, mais juste des empêcheurs de tourner en rond. Les citoyens qui veulent les mettre en œuvre sont des gêneurs, et bien évidemment, les gens qui essaient de les porter sont quasiment vus comme des dangers. Et c'est dommage. Merci. Je pense qu'on va conclure sur cette dernière analyse. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à notre première tentative de vidéoconférence en direct. Elle sera suivie par plusieurs conférences qui seront annoncées demain sur la page Facebook Ne les laissons plus faire, sur quelle nouvelle politique du logement en sortie de crise, sur comment renforcer ou dépasser les fragilités du système alimentaire et d'autres sujets tout aussi passionnants. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. On réfléchit aussi à des outils pour qu'il y ait des échanges un peu plus interactifs entre tous les participants et les abonnés à notre page. Si vous avez des propositions à nous faire, nous sommes ouverts et à l'écoute de toute proposition qui nous permettrait de travailler davantage ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée.